que c'est ça. En tout cas, je vois pas comment on tient 2 ans comme ça, quoi. Franchement. Surtout et de ce point de vue, vous rejoignez le RN. Sébastien Chenu, interrogé par nos confrères du JDD ce matin, le dit. L'urgence est telle que la dissolution est la seule issue démocratique viable. Voilà. Et comme je l'ai dit avant, on va plutôt dire que le Rassemblement national nous rejoint. Vous rejoint, effectivement. Et vous pensez aujourd'hui qu'une dissolution peut intervenir ? Oui, je le crois. Il y a à nouveau la possibilité. Alors, j'ai l'impression quand même que ça l'a refroidi un peu Emmanuel Macron. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il tente une autre option avec un autre Premier ministre. Mais d'un point de vue démocratique, sauf s'il démissionne, en tout cas, parfait. Je pense que c'est la meilleure solution. Je le dis, il rendrait au service au pays en le faisant. Je pense qu'à partir de là, la dissolution s'impose. En tout cas, on ne peut pas affronter les problèmes de l'heure, les urgences de l'heure. On va peut-être parler tout à l'heure de l'économie de guerre, la situation internationale, avec un gouvernement aussi faible et avec une assemblée qui est paralysée de par la faute d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que de toute façon, un autre Premier ministre, ou même un François Bayrou qui serait reconduit, ne survivrait pas très longtemps. Vraisemblablement. On risque d'avoir aussi, ou de rester sans budget, comme pendant de longues semaines après. On l'a eu. La censure. Ils nous ont fait peur aussi. On a eu le budget spécial. Ça leur a même permis de faire 6 milliards d'économies. Donc, on l'a eu. Il faut arrêter de faire peur avec ça. Le budget spécial, on l'a eu. Ils en ont. Quand je dis ils, c'était le gouvernement d'à l'époque. Ils ont choisi une version minimaliste. Ils n'avaient même pas à la choisir pour faire un chantage. Donc, en tout cas, s'il y a censure, elle sera vers octobre-novembre. On a tout à fait la possibilité d'avoir un autre budget qui est proposé. On aurait même la possibilité, mais je n'y crois pas, je le dis juste pour la forme, que Emmanuel Macron appelle ceux qui avaient gagné. Les insoumis les insoumis, on est tout à fait... Vous êtes prêts, là bien sûr, vous êtes gouverner pour être Premier ministre, mais je ne crois pas qu'il va le faire. Donc, je veux pas... Puisque vous en parlez ici, il y a une dissolution. C'est le retour du nouveau Front Populaire, après la NUPES, l'Alliance des gauches, version 3. On verra bien ce qui se passera en ces cas-là. Moi, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement de toute la gauche ou d'une partie de la gauche en dehors d'un programme de rupture. Le NFP, c'est un programme de rupture, c'est ça qui nous a fait gagner. Comme d'ailleurs, ça avait permis à la NUPES de progresser. Voilà. Donc nous, on est prêts à l'unité sur un programme de rupture. Vous êtes prêts à l'unité quand Olivier Faure, ici même, sur ce même fauteuil, disait dimanche dernier qu'il croyait, en tout cas pour 2027, 2 candidatures à gauche. Oui, celle de Jean-Luc Mélenchon. Je sais, j'ai entendu ça. Et celle d'un autre. Mais surtout, vous remarquerez que non seulement Olivier Faure dit ça, mais dit il va falloir revoir le programme. Et donc, quand il dit en réalité, il y a d'un côté la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui incarne le programme de rupture, ça veut dire que lui pense plutôt que la gauche doit se rassembler, enfin l'autre gauche, le reste de la gauche, sur un programme plus mou, d'accommodement, etc. C'est ça qui est un peu dans l'air du temps et qui ont été d'ailleurs les débats au niveau du Parti socialiste. Ça, je crois que ça sera l'échec assuré et ce n'est pas ce qui correspond. Donc nous, ce que nous disons, c'est que le programme du NFP, il existe. On y a travaillé. Il a été la suite du programme de la NUPES. Avec tous ceux qui voudront quelque part continuer à le faire vivre, ils seront les bienvenus. Quand Jean-Luc Mélenchon sera-t-il candidat à la présidentielle ? Quand sortira-t-il précisément et un peu plus clairement du bois ? Quand il sera temps de choisir le candidat LFI à l'élection présidentielle. C'est pas encore le moment. Regardez, on parle peut-être de législatives. Vous le décidez, c'est vous. On parle peut-être de législatives. Il y a les municipales, qui sont aussi une autre bataille. Donc chaque chose en son temps. Aujourd'hui, si vous me demandez, je pense qu'il faudra qu'il y ait un candidat LFI. Je pense même que toute la gauche qui s'est réunie le 2 décembre, qui imagine quelque chose d'impossible, c'est-à-dire une unité de Glucksmann... De juillet, il y a quelques jours. Le temps passe. Voilà, le temps passe vite, De Glucksmann à Mélenchon, ce qui est impossible, d'ailleurs, M. Glucksmann l'a dit lui-même, parce que lui, il est sur... On va dire que c'est le retour de Macron, de 2017, c'est ça qui est derrière ça. Glucksmann, c'est le retour de Macron en 2017. Macron 2017. D'accord. On présente finalement un programme qui est tout à fait la continuité de ce qui est en train de se faire. Il le dit d'ailleurs. Il faut réduire les déficits, les dépenses publiques, la retraite. C'est plus, la question de revenir à la retraite à 62 ans, c'est plus une priorité, etc. Mais il assume. C'est un Macron 2017. Bon, mais on voit bien que qu'est-ce qu'on irait faire avec M. Glucksmann. Et M. Glucksmann est d'accord. Il dit je ne peux pas gouverner avec les insoumis. Par contre, je pense que ceux qui sont réunis l'autre jour, le 2 juillet, il y a tout à fait vocation à ce qu'on fasse des choses ensemble. Avec les écologistes, il n'y avait pas les communistes. Oui, je sais, mais en gros, il y a une gauche, pour aller vite. La gauche qui a censuré François Bayrou. Voilà, qui a été jusqu'au bout. Je pense qu'elle peut être encore fidèle à ce qu'a été le DFP. Mais dans ce cas-là, il faut le programme du NFP
Et puis, il faut des candidatures, notamment une candidature à la présidentielle, du principal parti qui représente le NFP. Et dans ces cas-là, c'est les Insoumis. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, moi, je crois que si on veut être le plus efficace, c'est ça qu'il faut mettre sur la table. J'ai compris que pour l'instant, c'est ce qui refusait. Une question rapide avant de venir aux droits de douane. Petite question. Dominique de Villepin sera ce soir l'invité de Darius Rochebain. Il est présenté comme un concurrent ou un possible quelqu'un, une personnalité dont la candidature pourrait imprimer à gauche dans votre camp. On dit en gros, c'est le Mélenchon des riches, quoi. Ouais, mais enfin, si c'est le Mélenchon des riches, les riches vont voter pour lui, et du coup, ça va pas faire un gros score. Donc, si vous n'avez pas peur qu'il marche sur le plate-bande? Mais en plus, j'ai pas du tout envie d'avoir des propos désagréables avec Dominique Villepin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il est à droite, Dominique de Villepin. Sur les questions sociales, il ne nous rejoint pas. Bon, donc c'est un autre choix. Par contre, oui, ça fait du bien qu'il reste une droite républicaine dans ce pays, qui notamment sur la question internationale reste fidèle à une certaine vision du gaullisme, d'une politique non alignée, d'une politique pour la paix. Donc nous, quelque part, qu'à droite, il y ait des gens qui disent ça, et qui ne l'orient pas vers l'extrême droite, moi je trouve que c'est bien. Donc de ce point de vue-là, c'est sûr qu'on pourrait être concurrent. Mais je préfère que la droite ait cette voie-là, d'accord, plutôt que la voie de M. Retailleau. Voilà, donc en cela, et notamment d'un point de vue international, parce que là, pour le coup, on dit des choses qui sont proches. Ne disons pas trop de choses désagréables à l'encontre donc de Dominique de Villepin. C'est ce qu'on retiendra aussi quand même. J'ai plus envie de faire des choses désagréables vis-à-vis de M. Retailleau, de tous les gens qui aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de l'extrême droite. L'actualité internationale est Coquerel. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais c'est dans, quand même, vous nous accorderez le fait que c'est dans beaucoup de têtes et que la liste des candidats potentiels s'allonge d'heure en heure. Très clairement aussi, c'est une réalité. Oui, peut-être, mais Dominique de Villepin, en disant ce qu'il dit, quelque part légitime ce que nous disons depuis maintenant des mois. L'actualité internationale, je le disais, on l'évoquait un peu, ces droits de douane pour le ministre délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin. On est entré dans un bon français, le money time, dans la guerre commerciale entre l'Amérique et l'Europe. Le moratoire sur la hausse des droits de douane expire le 9 juillet, mercredi précisément. Arlette Chabot, la parole est à vous. Alors, on va voir ce que décide finalement, s'il y a un accord d'abord, hypothèse numéro 1, ou sinon ce que décidera Donald Trump. Alors on est déjà très haut en ce qui concerne l'aluminium, l'acier, on attend le reste, les droits de douane 20%, 10% de plus que ce qui existe aujourd'hui. Franchement, que doit faire l'Europe? C'est-à-dire continuer à négocier, ou faire ce qu'a fait la Chine, c'est-à-dire ne pas céder, répliquer à Donald Trump aux États-Unis? Que doit faire l'Europe si elle reste unie? On voit déjà que dans les accords qui sont proposés par l'Europe, on se met à la merci de Donald Trump. Puisqu'on envisage, on se met à la merci de Donald Trump. Et moi, j'aime pas ce genre d'expression. Merci de Donald Trump. Bon, c'est-à-dire qu'on accepte les droits de douane spécifiques sur certains produits, plus une droit de douane minimum de 10%, enfin c'est ce qu'on propose. Et en plus de ça, on le fait en ayant, j'allais dire, des pays européens qui ne sont pas d'accord entre eux. Je parlais tout à l'heure avec l'Allemagne. L'Allemagne, son économie est basée sur le commerce extérieur. C'est pas notre cas. Donc vous voyez bien que l'Allemagne n'a pas les mêmes enjeux. C'est ce qui d'ailleurs affaiblit l'Europe. C'est aussi ce qui d'ailleurs relativise le fait de négocier sans arrêt seulement au niveau de l'Union européenne et pas au niveau de nos intérêts nationaux. Mais là, moi, je pense qu'on est en train finalement d'accepter ce que Trump voulait depuis longtemps. C'est que il a entamé une guerre. Cette guerre commerciale, il ne l'a pas gagnée avec les Chinois. Et maintenant, il se tourne, j'allais dire, vers l'autre victime qui est l'Europe. Alors comment il se tourne là-dessus? Il a bombardé l'Iran. Je pense que le bombardement de l'Iran, en dehors de tout droit international, c'était un message qui nous était envoyé. La preuve, c'est qu'après, il réunit l'OTAN et il y a le G7 qui, décide cette chose aberrante de monter à 5% le PIB pour les dépenses militaires, ce qui voudra dire que la plupart des pays européens, en plus, feront marcher la machine de production américaine parce que c'est eux qui vendront des armes. Parce qu'on ne peut pas faire sans eux, disent certains experts aussi. C'est la réalité. On peut peut-être s'interroger sur la nécessité de monter à 5% là-dessus. Est-ce que vraiment on doit aller sur une course à l'économie de guerre ou est-ce que la guerre, on doit la faire au niveau du climat? Moi, je pense que c'est le deuxième élément. Mais je reviens là-dessus. 5%, le pilier de dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis troisième élément, il impose maintenant les règles qu'il veut au niveau européen. Alors non, je pense qu'on ne devrait pas accepter. Est-ce que ça veut dire que c'est des droits de douane comparables? Ça, c'est à étudier. Parce que le problème de droits de douane, c'est que vous risquez d'appauvrir la consommation populaire de notre pays. Mais par exemple, aller taxer les GAFA, leur faire mal là où ils sont forts, taxer la finance américaine, etc. Là, je pense que c'est des éléments qui seraient beaucoup plus efficaces. Et puis développer
régler sur le long terme, au niveau européen si on peut, sinon il faut le faire au niveau français, ce que j'appelle un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire de restaurer notre appareil en termes de souveraineté industrielle, en termes de bifurcation écologique, en termes de souveraineté agricole. Je pense que c'est ça que le message qu'envoie Donald Trump, c'est qu'on n'est plus, je le répète, dans un monde de libre-échange, on est dans un monde où, en plus écologiquement c'est bon parce que c'est des circuits courts et on arrête le grand déménagement du monde. Donc finalement s'approprier ce qu'est sa devise, America's First, Europe or France First. Ça aussi, vous pouvez moi je vais vous dire une autre alternative, c'est que la France pourrait dire, nous on prend la tête d'autre chose, on prend la tête de tous les pays dans le monde qui ne veulent pas de cette montée à la guerre, qui ne veulent pas de cette montée à la concurrence partout, qui ne veulent pas tourner le dos à la question de la bifurcation écologique. Et moi, je pense que si la France faisait ça, vous savez, la voix de la France, elle est attendue. Malheureusement, ça fait des années qu'elle ne résonne plus, mais elle est attendue. On pourrait, à mon avis, avoir des rapports internationaux avec des pays de l'Afrique, des pays de l'Amérique latine, des pays de l'Asie qui seraient, à mon avis, tout à fait intéressants. Et c'est clair que, par exemple, si je regarde avec la Chine, même si j'admets que c'est difficile, vis-à-vis de la menace que fait Trump, on a intérêt à avoir des bons rapports avec la Chine. Allons essayer d'avoir des rapports donnant-donnant avec la Chine et faire en sorte que Donald Trump arrête d'être le grand ordonnateur des conflits dans le monde. Grand ordonnateur des conflits dans le monde, si je vous entends critique à l'égard du président américain. Et pourtant, Gaza, Arlette. Oui, peut-être qu'il va enfin imposer l'arrêt des combats à Gaza. Peut-être que le cessez-le-feu sera respecté. Le Proche-Orient peut être réorganisé autrement, se reconstruire autrement. Alors, ça marche. Il y a des succès. Non, mais il y a des succès pour Trump. Son budget, il le fait passer. Donc, c'est la semaine des succès pour le président américain. Si les succès de Trump, c'est de balayer le droit international en décidant après Israël de bombarder un pays sous une menace qui n'existe pas, en tout cas à court terme. Ce qui fait que... Vous savez, Éric Coquerel, que la menace existait quand même. Certains, c'est contesté par de très nombreux. Je ne sais pas. Même les services de renseignement américains ont produit une note quelque temps avant qui disent qu'il n'y avait aucune preuve d'un élément qui laissait penser à une accélération du programme nucléaire iranien. Donc on nous a fait le même coup que les Irakiens, je ne sais pas si vous vous rappelez, sauf que là c'était les armes de destruction massive, là c'est ça, pour faire en sorte d'attaquer un pays en fonction des intérêts israéliens et des intérêts américains. Mais quand vous faites ça, vous me dites il gagne. Bon, mais qu'est-ce que fait du coup Poutine derrière ça? Il dit écoutez, puisque le droit international est nié en réalité, y compris par les États-Unis, eh bien moi je vais accroître nos bombardements sur l'Ukraine, puis ça tombe bien puisque les Américains en même temps disent nous on va enlever nos armes de protection de l'Ukraine. Donc vous voyez bien que je ne sais pas ce que vous entendez par gagner. Moi je pense que quelque part nous sommes dans un moment extraordinairement dangereux qui correspond en gros à ce qu'il y a eu avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, pour vous dire un peu l'échelle. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas qui va gagner dans ce qui est en train d'entamer comme confrontation Donald Trump, y compris de cette course en avant militaire, à un moment où, encore une fois, l'urgence devrait être de faire en sorte d'arrêter le dérèglement climatique, ou en tout cas de le freiner, l'anticiper, etc. Au lieu de ça, au lieu de mettre 800 milliards d'investissements que l'on réclamait il y a encore peu Draghi en Europe, il y a encore quelques mois, l'Europe maintenant se prépare à mettre 800 milliards sur la défense. Je ne crois pas qu'à ce terme, personne ne va gagner. Alors, je ne sais pas si Donald Trump estime qu'il va gagner, mais les peuples ne vont pas gagner à tout ça. Éric Coquerel, parce que l'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, on ne peut pas ne pas vous interroger sur la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui n'a pas reçu de grâce présidentielle du président Tebboune à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ils sont nombreux à avoir reçu cette grâce, pas Boualem Sansal. François Bayrou s'est exprimé sur le sujet. La voix de la France, vous dites, ne porte plus. Ce sont des critiques qui sont portées à l'encontre du gouvernement français, mais il le dit, le gouvernement français fait tout pour obtenir sa libération ou sa grâce. Laurent Saint-Martin, le ministre, dit en gros, pour résumer son propos, ça peut se faire hors des caméras, mais il se passe des choses et il y a des négociations. Y croyez-vous encore? Et j'ai envie de vous demander aussi très clairement, la France insoumise, vous, espérez-vous qu'il soit, et exigez-vous sa libération? Bien sûr. Et je vais ajouter à Boualem Sansal Christophe Glaise, journaliste de Sceaux. Je vous pose la question parce que vous savez où on va en venir. Au propos de votre collègue insoumis, Sébastien Delogu. Je tiens à dire que Christophe Glaise doit être gracié, doit être libéré. Journaliste français qui est parti faire un reportage sur le foot en Algérie, qui se retrouve en prison. Donc, je dis, il ne faudrait pas oublier Christophe Glaise dans cette affaire. Bien, moi c'est très clair. J'espère qu'au
oui, cette façon de faire de la diplomatie va mieux marcher que la façon matamore qui a été celle de M. Retailleau pendant des mois, où on a cru qu'on avait aussi un deuxième ministre des Affaires étrangères qui a essayé d'imposer un rapport de force avec Alger, qui à mon avis avait tout d'enjeux nationaux en fait en France, qui est un peu les mêmes choses que quand ils s'en prennent à l'immigration, aux étrangers, etc. Et qui du coup, comme ça ne se règle jamais comme ça avec l'Alger, parce qu'on est un ancien pays colonisateur et qu'on ne règle pas avec l'Algérie ce genre de choses par ce biais, n'a fait qu'aggraver les choses. Donc là, j'ai vu qu'on était rentré dans une modalité, j'allais dire, plus classique de diplomatie. Mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on verra bien ça. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution, parce que l'autre solution, avant, n'a pas marché. Oui, mais si celle-là non plus ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? Bien. En tout cas, pour l'instant, il faut travailler à ça. Et pour être clair avec vous, je demande effectivement que Boualem Sansal soit gracié. Je demande à nos amis algériens qu'ils gracent Boualem Sansal et Christophe Glaise. C'est une exigence que nous portons. Et c'est vous exprimez au nom de la France insoumise. Parce que vous comprenez que la position de Sébastien Delegui, pardonnez-moi... Sébastien a fait un communiqué d'ailleurs qui est très bien. Il dit qu'il est parti en son nom propre pour des raisons familiales, qu'en privé il a demandé la libération, soit. Mais de toute façon, nous avons dit que c'était pas la voie des LFI, il l'assume. Absolument, un communiqué l'a précisé. Et voilà, je pense pour aller vite, si je suis très clair avec vous, je pense que la situation actuellement, c'est tellement quelque chose de délicat, parce qu'en même temps, je ne suis pas pour, j'allais dire, cette montée comme en affrontement avec l'Algérie. Je pense qu'on a tout à y perdre. On a tout à gagner à avoir des bonnes relations avec l'Algérie. Faute politique de Sébastien Delegui, peut-il être candidat à Marseille après cela? Vous savez, des fautes politiques, chacun en fait. C'est là, je veux dire, j'ai quand même écouté son interview. On nous a dit, il parle de l'amitié avec le peuple algérien. Je veux dire, je pense que l'erreur, c'est d'y avoir été, d'avoir donné des interviews à un moment où on ne peut pas le faire sans. Mais maintenant, je ne trouve pas que ça vaille, à mon avis, excommunication de toute élection. Petite précision en ce qui concerne leur position. On a effectivement 2 Français aussi, 2 enseignants. Effectivement détenus en Iran, qu'il ne faut pas oublier, Cécile Collet et Jacques Paris, bien sûr. Le président de la République dit que ce sont des otages d'État. Est-ce que vous considérez effectivement que Boualem Sansal et notre confrère sont aussi des otages d'État? Alors, peut-être. Il y a aussi, eux, ils ont aussi des raisons que je conteste, les Algériens, parce que la liberté d'expression est absolument importante, de dire qu'ils ont condamné Boualem Sansal. Est-ce que c'est uniquement vis-à-vis de la France? En tout cas, plus la France, c'est clair, l'a réclamé de manière, j'allais dire, pressante et avec un affrontement avec l'Algérie, plus ça le devenait. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut évidemment demander la libération urgente de nos compatriotes en Iran. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce dimanche matin dans l'événement du dimanche. C'est important. Nous avons Luca Micheletti en Macbeth, Eva Plonka en Lady Macbeth, et puis Riccardo Fassi, Matteo De Sole en Macduff, et tous les autres. C'est vraiment l'opéra qui, plus que tout autre, est emblématique de la thématique de cette saison. C'est un style vraiment avec une esthétique très élégante. J'adore Stefano Poda parce que c'est pas seulement un créateur de grand génie, qu'il a une esthétique vraiment. L'élégance, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est l'élégance, la cohérence et le respect de la musique. Mais c'est aussi, je l'ai toujours dit, qu'on engage ici que des gens qui sont aussi de belles personnes. Stefano Poda aussi, c'est une belle personne qui est respectueux non seulement de ses collègues, mais respectueux aussi de l'institution pour laquelle il travaille. Il écoute et il s'y confronte de manière vraiment formidable et un grand respect aussi pour tous ceux qui travaillent dans notre maison. Pour moi, c'est important. Et donc, voilà pourquoi ce choix, pourquoi l'avoir choisi pour continuer une collaboration qui date depuis quelques années. Et dans les rôles titres, Luca Micheletti, qui est vraiment le Macbeth du moment et qui a déjà chanté ce rôle à Turin depuis peu. Et il a chanté déjà à Tokyo. Donc, voilà. Et Eva Plonka, qui est
est en train vraiment aussi... Bonjour et bienvenue dans Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie tous les jours en direct sur Boursorama, en ce mercredi 22 octobre, deux grandes interviews. D'abord, on va parler d'IA, c'est notre première interview. Jusqu'où ira l'IA? C'est la question que se pose Émeric Roucher, jeune ingénieur dans son livre, et forcément, il nous répondra. Ensuite, interview de dirigeants d'entreprise. Il s'agit d'Argan, c'est l'immobilier logistique, c'est un secteur qui a passé la crise du Covid, la hausse des taux aussi, et maintenant les transformations du e-commerce. Mais ça va bien, explication de son président Jean-Claude Lelon. Et puis enfin, le CAC 40 a battu son record historique en séance clôture sur la séance de mardi. Enfin, seulement parce que les indices américains totalisent plus d'une soixantaine de records depuis le début de l'année. Et Paris était l'une des dernières places à ne pas être à son plus haut. Alors est-ce vraiment raisonnable? Si on regarde le contexte politique, on posera la question à Pierre Sabatier. Voilà, vous avez le programme Ecorama, ça commence pour les sopranos dans l'écriture verdienne, la capacité de combiner les passages chantants avec les passages de virginité. Par exemple, pendant les brindisi, et notamment pendant la scène finale de la mort. Alors de l'IA partout, tout le temps, et pour tout faire, est-ce ça qu'il faut s'attendre? Ce sont évidemment les questions du moment, à propos de l'avènement de cet outil technologique. On en parle avec un ingénieur spécialiste de l'IA qui est invité aujourd'hui de Ecorama. Bonjour, Émeric Roucher. Alors vous avez travaillé notamment dans la licorne américaine Hugging Face, et puis vous avez écrit ce livre Ultra Intelligence, jusqu'où iront les IA aux éditions Odile Jacob. Alors, jusqu'où iront les IA en tout cas, c'est une fusée qui est sur la couverture de ce livre. Ça veut dire que ça peut aller très haut, mais ça peut aussi éclater en plein vol. Alors, nous aurons la chance d'avoir pour ces rôles. Exactement. Vous faites très bien de souligner ça. Pour moi, cette image de fusée est assez éclairante dans la manière de regarder les progrès des IA. En fait, je trouve qu'on a tendance, quand on considère un objet comme l'IA, à regarder son état actuel et à se dire, voilà, par essence, l'IA, ça va être telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une trajectoire de progrès exponentielle, que l'état actuel des IA, c'est le pire qu'on ne verra jamais. En fait, à l'avenir, l'IA va n'aller que progressant. Et il faut aussi qu'on prenne en considération qu'il y a eu du progrès fulgurant dans les dernières années. Si on regarde, en 2019, on avait GPT-2 à l'époque, qui savait à peine enchaîner 2 phrases cohérentes. GPT-3 s'est mis à pouvoir enchaîner des idées. GPT-4, il avait testé à l'époque sur les examens sur le barreau américain. Ça a commencé à répondre de manière satisfaisante aux questions. Et aujourd'hui, on a des modèles encore meilleurs qui commencent à réussir dans des concours de maths à battre les meilleurs jeunes mathématiciens du monde. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut considérer. Des éléments qui font une ascension qui est toujours accélérée et qui, a priori, va mener très haut. Mais qui ne peut pas encore écrire de livre, parce que vous le précisez que vous n'avez pas écrit ce livre avec l'IA. Parce que pour vous, c'est pas encore assez bon. Alors qu'est-ce qui manque justement, et dans combien de temps? Nous allons poursuivre notre saison avec quelque chose d'un peu plus léger, l'heure espagnole, et enfin les sorties. Pour moi, c'est une très bonne question. En fait, ce qui est assez intéressant à observer, et c'est pour ça que je parle d'une ultra-intelligence. Pour moi, une manière de voir la chose qui est peut-être plus précise, c'est que les compétences de l'IA sont très irrégulières par rapport à nous. Vous pouvez avoir une IA, par exemple, l'IA d'aujourd'hui, elle serait capable de lire mon livre en une seconde et de vous donner, de vous lister les points essentiels ou de se rappeler de n'importe quel élément, ou alors elle vous donner 500 pages de calcul à enchaîner, elle pourrait vous les faire d'un coup. Donc par ces domaines-là, elle est largement supérieure à nous. Et en même temps, par d'autres domaines, vous demandez à une IA aujourd'hui, typiquement d'écrire un livre sans se planter dans les idées, ou de simplement, au jeu du morpion, placer le prochain coup. Ou de faire une carte. Moi j'ai demandé, c'est complètement catastrophique, les pays, ils ont des pays, et puis alors le nom des villes, c'est pas du tout au bon endroit. Ah voilà, j'ai essayé ça aussi, parce qu'en fait elles sont pas du tout entraînées sur ça. Donc en effet, voilà, il y a des compétences où elles sont largement supérieures à nous, des compétences où elles sont inférieures. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus intéressant de parler de ce concept d'ultra-intelligence. C'est en fait passer outre notre vision de l'intelligence qui est très calibrée sur l'intelligence humaine sur tous les domaines. En fait, c'est quelque chose de complètement irrégulier. Et en plus, il y a cette ascension rapide. Mais ultra-intelligence, est-ce que intelligence au-dessus de l'humain, intelligence qui va au-dessus aussi des standards éthiques, peut-être aussi? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il va y avoir des transformations profondes. Donc, dans le livre, je le traite en 3 parties. Donc, première partie, expliquer techniquement
techniquement comment ça fonctionne. Et donc avant d'arriver à voilà exactement. En revenant sur l'histoire de comment ça s'est formé, j'essaie d'expliquer un peu avec les mains. Enfin, vous me dites si c'était clair. L'ambition, c'est que n'importe qui puisse comprendre une formule de maths. Oui, ça c'est vrai, c'est Andrea Battistoni. Ensuite, en deuxième partie, je montre l'ascension. En fait, je trace la trajectoire et la question, c'est jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va avoir des barrières techniques au fait que l'IA continue encore de progresser, peut-être 6 ans, autant qu'elle a progressé dans les 6 dernières années. Et ensuite, partie 3, c'est justement voir ses conséquences sociales. Je pense qu'il va y avoir des conséquences profondes au fait d'avoir ces ultra-intelligences qui nous dépassent d'aussi loin dans certains domaines. Et alors pourquoi ce livre? Parce que vous dites aussi que vous voulez répondre à des informations fausses sur l'intelligence artificielle. Et puis dans ce milieu d'experts de l'IA, notamment en France, il y a un peu des débats. Vous évoquez un moment, Julie, alors c'est pas en dehors du livre, mais ça porte sur quoi justement vos débats au sein de ce milieu? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Dans l'enseignement en plein air, la grande question, c'est quand est-ce que les IA seront capables de faire certains types de travaux? En fait, souvent les gens se posent la question, c'est encore une fois la question de jusqu'où iront les IA, même dans le domaine, les gens se la posent, les gens ont des visions à plus ou moins court terme ou long terme de quand certaines capacités seront acquises. Par exemple, vous avez beaucoup de grands patrons de la tech qui avaient déclaré en 2027, 90% de notre code sera généré par des IA, par exemple. Et ça, en général, ce genre de prédictions, en fait, elles se sont plutôt réalisées parce qu'aujourd'hui, donc même nous qui écrivons du code pour construire ces IA, on s'appuie énormément sur l'IA et une grande partie de notre code aujourd'hui, moi quand je code, j'utilise aussi ces assistants et je pense qu'une majorité des lignes de code que j'écris sont faites par l'IA. Vous utilisez l'IA depuis combien de temps? À quel moment justement vous vous êtes rendu compte du potentiel? Encore une fois, je pense que c'est progressif. Donc, au moment de la sortie de ChatGPT, je me souviens en 2022, j'avais passé la journée à me dire, en fait, en projetant un peu encore cette idée de trajectoire, en projetant sur l'avenir, je me suis dit, en fait, ça va être incroyable. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas grand-chose, ça fait plein d'erreurs, etc. Mais si on continue, si on extrapole, c'est sûr que ça va être très puissant. Et petit à petit, en fait, par exemple, l'IA comme assistant de code, c'est intéressant parce qu'il y a un moment où l'IA était capable de générer du code, mais elle allait se tromper 90% du temps. Donc, c'était complètement inutile. Et en fait, le taux d'erreur a fini par descendre progressivement. Et à partir du moment où l'IA se trompait plus que peut-être 5% ou 1% du temps, là ça devenait très utile de l'avoir parce que oui, elle allait quand même faire une erreur de temps en temps, mais il suffisait de la corriger et on gagnait beaucoup de temps. Mais plus en fait, plus elle en fait et moins elle va faire d'erreurs. C'est finalement comme un humain, ça c'est l'apprentissage. C'est ça, ce que vous dites, plus elle apprend. Et en effet, à mesure qu'on augmente la taille des entraînements des IA, à mesure qu'elles sont entraînées sur de plus en plus de données avec de plus en plus de puissance, en effet leur performance sur toutes les mesures qu'on a va augmenter quasiment mécaniquement. Et donc en particulier le taux d'erreur va décliner. Une nouvelle génération utilise beaucoup l'IA, ça ne vous fait pas peur sur l'avenir? Alors c'est pas le côté, je vais vous interroger sur le côté médical ou biologique, mais est-ce qu'il n'y aura pas une paresse intellectuelle à ne pas faire les choses et à les demander à l'IA? Je pense que c'est un point très intéressant. L'IA dans l'éducation. Ça va changer les études. Ah oui, je pense. Alors en fait là, je pense que ça met beaucoup l'accent sur la discipline. Si on est capable de se discipliner pour se dire là où je peux apprendre en le faisant moi-même, je vais continuer de le faire moi-même. Et là où l'IA m'accélère en m'épargnant des choses qui ne sont pas utiles pour moi, j'utilise l'IA. Si on est capable de faire cette distinction et de s'y tenir, je pense que l'IA peut être plutôt une aide. Par exemple, personnellement, quand j'essaie d'apprendre des sujets, j'ai l'impression que l'IA me fait beaucoup accélérer. Mais en effet, si on l'utilise pour faire le DM à notre place, en fait, on n'apprend rien du tout. Et là, ça devient un peu une prothèse de laquelle on ne pourrait plus se passer. Et est-ce qu'il y a des domaines où l'IA vous fait peur, dans le domaine militaire, par exemple? Je pense que c'est un sujet et c'est pour ça que dans cette course à l'IA qui est lancée dans cette accélération, on ne peut pas trop se permettre de rester en arrière, de se laisser distancer par les autres pays. Je pense qu'en effet, dans le domaine militaire, l'application de l'IA va être extrêmement puissante. On voit dans les conflits récents l'usage des drones, l'avantage que ça donne. En fait, avec l'IA, quand les drones seront complètement autonomes, cet avantage va encore prendre une nouvelle dimension. En tout cas, il vaut mieux pour la souveraineté maîtriser l'IA que de ne pas la maîtriser, ça c'est certain. Et justement, il y a tout un chapitre aussi sur la souveraineté. Alors on parle forcément de l'Europe. Est-ce que pour vous l'Europe est bien placée dans cette course à l'IA? Il y a quand même un seul gros champion aujourd'hui, c'est Mistral. Oui, exactement. Mistral se bat bien. Je pense qu'on a un problème d'investissement sûrement en Europe, peut-être d'ambition. En fait, si on regarde la part de la puissance de calcul, c'est un graphique que je regardais ce matin, les États-Unis possèdent 73% de la puissance de calcul de
l'IA mondiale. Donc 73% est localisé aux États-Unis, la Chine à 15%, l'Europe à 5%. Donc on est en dessous de 10 fois moins que les États-Unis. Donc en effet, il y a peut-être un manque de volonté d'investir. Il y a un autre chiffre, c'est que au moment où OpenAI annonçait 500 milliards d'investissements pour faire des énormes data centers pour leur projet Stargate, donc là, Mistral, ils ont annoncé une levée de 2 milliards pour construire des data centers. Donc c'est très bien, mais c'est certain qu'il faut encore passer à la dimension supérieure. Oui, c'est pas le même ordre de grandeur et en même temps, on a aussi ce marché européen qui reste fragmenté. Il y a vraiment une page que moi j'aurais pu écrire sur l'union des marchés de capitaux qui est nécessaire, une homogénéisation aussi des règles juridiques. C'est des barrières que vous avez rencontrées, vous, en tant qu'ingénieur, et à un moment vous avez travaillé dans une licorne aussi américaine. Donc, pour lever des fonds, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les entreprises européennes. En effet, je pense que ça change beaucoup de choses. Je pense que ce qui compte le plus au départ, c'est de se dire à quel point on arrive à accéder à un marché qui est grand sans avoir trop de friction. Et l'idée, c'est que si vous êtes en Europe, à chaque nouveau pays où vous voulez rentrer, il va falloir monter une nouvelle entité là-bas, vous acclimater avec les lois locales, comprendre comment on peut distribuer dans ce pays. Donc en France, c'est les SAS. Voilà, exactement, c'est beaucoup de friction supplémentaire. Alors que si vous arrivez aux États-Unis, d'un coup, vous avez un marché de 350 millions de consommateurs et qui, en plus, ils ont une propension à la consommation qui est vachement supérieure. Les gens achètent très facilement. Il y a la prise de risque aussi en tant qu'investisseur. Nous aussi, on a cette peut-être cette pensée que c'est risqué et du coup qu'on ne va pas peut-être se lancer. Je pense. Et ça, je pense qu'il y a un dialogue avec la régulation aussi, c'est que les entreprises en fait sont habituées à éviter de prendre des risques. En plus, elles savent que telle régulation va les contraindre, etc. Donc, en général, c'est un peu le cliché, mais si on veut vendre quelque chose à une boîte européenne, les premières choses qu'elle va vous demander, c'est est-ce que vous êtes compliant sur tel et tel sujet, est-ce que vous respectez telle norme, alors que la boîte américaine, c'est OK, à quoi ça me sert, est-ce que je peux l'acheter, à quelle vitesse ça va. C'est la meilleure chose la plus grosse chose qu'on a invité à inventer en Europe, la conformité, mais est-ce que la régulation qui se met en place sur l'IA, elle est cohérente, elle n'est pas trop justement restrictive? Comment vous la considérez, vous? Poursuivre. Je pense que la régulation prend trop de place en Europe sur l'IA, au sens où, si on parle de l'AI Act, la dernière fois, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits. Une bonne partie de ce texte n'est pas claire. Une autre partie est laissée à une implémentation future. En fait, si vous êtes une entreprise et que vous voyez ce texte, il y a certaines choses pour lesquelles vous serez peut-être pénalisé, vous ne le savez pas parce que le texte n'est pas clair. D'autres vous dites peut-être qu'à l'avenir, donc moi si je me lance dans cette direction, en fait peut-être qu'ils vont mettre de nouveaux décrets. La loi n'est pas encore passée en application. Il y aura un décret qui va m'empêcher de le faire. En fait, il y a un flou juridique. Voilà, c'est pas du tout sécurisé dans le contexte. Et est-ce que ça vous donne envie d'aller aux États-Unis? Aux États-Unis, on sait aussi que les salaires sont mirobolants dans l'IA, les 7 magnifiques qui se débauchent entre elles à plusieurs à coût de millions de dollars. Ça vous donne pas envie en tant que c'est quand même beaucoup. Je vous confesse que je ne l'avais jamais vu sur scène. Je vois beaucoup d'ingénieurs qui, en fait, quand ils ont en général, quand ils ont le choix entre les projets et les salaires qui sont en Europe et ceux des États-Unis, en fait, il y a de plus en plus une centralisation des grands projets vers la Silicon Valley, autour de San Francisco, parce que les plus grands labs sont là-bas. Et en plus, il y a l'écart de salaire qui est peut-être de plus en plus creusé. À mesure que les Américains augmentent les salaires, en Europe, ça n'augmente pas autant. Donc c'est assez déséquilibré. Et les débats autour c'est une transposition de l'environnement politique. Vous avez certains opéras qui ont de la tech, on fait la French Tech, c'est quand même érigé contre la possibilité d'une taxe Zuckman qui, parce qu'on a parlé de Arthur Mensch à ce moment-là et de Mistral qui serait taxé, alors même qu'il ne fait pas encore de profit. Est-ce que, comment vous regardez ça? Est-ce que ça peut vous dissuader là aussi de lancer quelque chose en France? Et est-ce que vous connaissez justement aussi d'autres entrepreneurs qui se posent vraiment la question? Alors c'est sûr que c'est pénalisant. Alors moi, je ne pourrais pas vous parler sur la taxe Zuckman, je ne connais pas les détails. En revanche, sur les BSPCE, donc la manière de rémunérer les salariés, donc quand les intéressés en fait, déjà voilà exactement. C'est comment on paye un salarié, comment on lui propose une rémunération à la hauteur du risque qu'il prend quand on est une start-up. En général, on va payer une partie du salaire en cash et l'autre partie en option. C'est-à-dire l'employé aura l'option de prendre des parts de la boîte pour un prix réduit.
du concours et donc ça, aux États-Unis, ça fonctionne très bien. La plupart de la rémunération est faite en option. En Europe, on a le même système qui a été mis en place en France, donc ça s'appelle les BSPCE, mais il n'est pas forcément bien pris en compte. Donc, par exemple, les BSPCE sont taxés à l'exercice. Donc on terminera l'année avec... Moi, c'est durci au budget dernier en plus. Voilà, exactement. Et ça m'avait beaucoup embêté parce que moi, si je veux utiliser les actions de ma boîte, en fait, je sais que je vais devoir payer aujourd'hui des taxes sur des gains que je n'ai pas du tout réalisés et que je réaliserai peut-être dans 3 ou 4 ans. Donc j'ai un vrai arbitrage aujourd'hui. Est-ce que je ne dois pas simplement abandonner ces options? Et dans ce cas, mes actions sont détruites. Pour ne pas avoir à payer cette taxe aujourd'hui. Oui, c'est une vraie question évidemment pour le futur. Merci en tout cas, Émeric Cochet, d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir éclairé sur le potentiel de l'IA. Donc ce livre, je le rappelle, Ultra Intelligence, jusqu'où iront les IA aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. C'est un opéra qui a été donné ici dans ce théâtre la dernière fois en 1989. Donc ça ne fera que 37 ans. Et la mise en scène sera confiée à Jean-Claude Berruti, qui s'est déjà illustré ici pour un Wagner, Tristan et Isolde. Sur et nous avons à voir de l'IA, on passe à la pierre, on parle de l'immobilier logistique. C'est avec une entreprise Argan, son président est l'invité de la grande interview sur Boursorama. Et puis Olga Maslova, pardon, Eugénie Stavisky, Vogler, Olaf Sigurdsson, et puis surtout, il reviendra dans le rôle Nino Chourgoulaz, on en retrouve. Très bien, Nino, son karaté, qui va être parfait. La grande interview d'entreprise. Moi, j'ai une histoire personnelle avec Jean-Claude Delan. Bonjour. Vous êtes président d'Argan. Merci d'être avec nous. Alors, pour rappeler votre activité, vous êtes dans l'immobilier logistique. Vous construisez des entrepôts et soit vous les vendez, soit vous les louez. Vos clients, ce sont donc les distributeurs. Alors, vous avez publié vos chiffres récemment, il y a quelques semaines. Pour les 9 premiers mois de l'année, la hausse, elle est de 6% par rapport à la même période 2024. La tendance continue sur le même rythme. Et finalement, c'est la confirmation de notre prévision qui avait été annoncée en début d'année. Voilà, donc ça c'était le résultat au troisième trimestre et dans ce même communiqué, on précise qu'à la fin de l'année, on sera plutôt à 7% de croissance. Mais c'est encore une fois conforme donc à notre prévision. Qu'est-ce qui vous rend confiant? Qu'est-ce qui me rend confiant? Vous pourriez me poser la question à l'inverse, qu'est-ce qui me rend aujourd'hui peut-être inconfiant compte tenu du contexte dans lequel... Vous avez annoncé une confirmation de ces objectifs. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est du court terme. Bon, alors après, effectivement, nous sommes quand même rentrés, vous le savez, dans un nouveau cycle, en tout cas au plan de l'immobilier, dès 2022, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et dans ce nouveau cycle, et donc aujourd'hui s'y rajoute, au-delà de l'économie, la politique. Et donc aujourd'hui, le climat est quand même moins favorable à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Pour autant, donc, nous sommes dans un métier d'investissement. Nous, même si demain on s'arrête momentanément de développer, nous avons effectivement la foncière qui génère des revenus et qu'il faut effectivement bien gérer. Et puis vous pourriez dire aussi, vous savez monter les prix des loyers, plus 3,4% au 1er janvier 2025. Est-ce que cette hausse, vous allez être en mesure de la répercuter encore l'an prochain de la même ampleur? D'une manière générale, selon les baux commerciaux, les loyers sont indexés annuellement, selon la variation de l'ILAT. Et ensuite, donc, notre augmentation des 6% ou de 7% dont nous parlions tout à l'heure, c'est le résultat donc, de l'ILAT, effectivement, de 3,5 au début de l'année, mais surtout donc, des livraisons des nouveaux entrepôts. Vous l'avez rappelé, notre métier, c'est donc de faire du développement d'entrepôts. Et là, vous avez dit, vous les vendez. En principe, on ne les vend pas. On fait plutôt de l'acquisition. Mais vous avez aussi développé la VFA à la vente en état futur d'achèvement. Est-ce que vous allez continuer dans cette activité ou est-ce qu'il y a justement des choses à revoir? La VFA, c'est une vente en état futur d'achèvement, c'est donc plutôt une acquisition. Actuellement, dans le programme de 2025-2026, dont nous parlons d'ailleurs dans le communiqué, notre total d'investissement est donc de 225 millions, 55 millions en 2025, 160 en 2026, dont 140 vont être livrés avant le 30 juin. C'est donc totalement en cours de construction. Mais dans ces 225 millions, il y a effectivement 3 acquisitions.
quelques années peuvent avoir différentes formes, donc une forme les traditionnels Rienzi, de vente en état-futur d'achèvement. Au code stylistique de grand opéra, Wagner avait espéré pouvoir facilement canaliser l'enthousiasme du public vers sa grande révolution artistique, déjà inaugurée avec la composition de l'effet de Rolanda et de Tannhäuser. Donc, à partir d'une feuille blanche en 2000 tourons, la courbe du haut représente la valorisation du patrimoine, donc de développement et d'acquisition. Et puis la courbe rouge, la force de Lohengrin réside dans son atmosphère céleste. Alors on va parler de votre désendettement parce qu'effectivement l'annonce que vous avez faite il y a quelques semaines, c'est que la difficulté consiste ça va aller un peu moins vite cette trajectoire de désendettement, c'est sans jamais relâcher l'attention d'intérêt notamment. Pour Macbeth, j'ai parlé de chanteurs. Quand le profil financier peut-il s'améliorer, à quelle échéance de notre orchestre. Alors il est vrai qu'il y a une forme de corrélation entre les taux d'intérêt et les taux de capitalisation. Dans notre métier, la valorisation des actifs se fait par capitalisation des flux financiers, donc des revenus locatifs. Voilà. Alors aujourd'hui, par exemple, notre patrimoine est valorisé au 30 juin de 2025. Il a été valorisé avec un taux de capitalisation de 5,25%. Ce travail affinera le vocabulaire orchestral et renforcera la capacité de notre ensemble à passer avec naturel du drame italien à la mystique allemande, tout en conservant une identité sonore forte. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les taux, si on devait emprunter, les taux seraient de l'ordre de 3,5 à peu pendant près. Ceci dit, notre dernières 4 ans de travail en organisant de nombreuses séances de travail avec notre orchestre, l'orchestre est capable de passer donc il y a un écart tout de même substantiel entre les taux de rendement que nous développons à 6 voire 7% et le taux pour terminer, de la masse j'ai le désir de poursuivre cette exploration à Liège grâce à notre directeur général et à toute l'équipe en apportant à l'avenir d'autres ouvres de Wagner afin de prolonger ces chemins exigeants, de se désendetter. Mais dont les fruits déjà perceptibles une enveloppe d'investissement en hausse pour 2025-2026 de 15 millions d'euros en plus, de 200 à 215. Là, à quoi c'est dû? C'est quoi les projets d'investissement que vous avez Et puis, après oui, effectivement, nous avions communiqué sur une masse de 200 nous millions, allons continuer avec 215. un opéra. On a eu l'opportunité donc de développer un nouvel entrepôt. C'est un opéra pour satisfaire les besoins d'un client qui a exprimé un besoin d'extension. Mais qui est un opéra national. Ce n'est qu'un petit faible pourcentage d'augmentation par rapport aux 200 millions d'origine. À l'heure, oui. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, peut-être par rapport au contexte général, en Belgique, c'est vraiment la croissance d'un point de vue macroéconomique, elle est même moins, ailleurs, en dehors de Tchéquie, par définition, donc moins de croissance, moins d'entrepôts nouveaux. Ni en France, ça, c'est une évidence. Et donc nous allons mettre cette séquence, nous allons la rendre, nous allons la mettre à profit pour le verdissement du patrimoine existant. À titre d'exemple, les entrepôts traditionnels sont chauffés au gaz. Donc nous remplaçons les chaudières au gaz par des pompes à chaleur électriques. C'est la première opéra qui a été écrite et d'information, un kilowattheure gaz émet 220 grammes de CO2 par kilowattheure gaz, alors qu'un kilowattheure électrique, c'est plutôt 50 grammes. C'était la langue qu'on parlait à Prague, c'était l'allemand. Substantiellement les émissions de CO2. Donc ça devient aussi une première opéra. Ça va permettre d'augmenter les prix des loyers. C'est la première opéra que Smetana compose après avec être devenu complètement sourd. C'est vrai. Et c'est une histoire vraiment très intéressante parce que ça va au-delà de ces explications qui sont bien plus profondes. Ce n'est pas nécessairement immédiat, mais demain, et qui met en évidence la valorisation des entrepôts prendra en compte les performances énergétiques. Donc effectivement, il faut verdir les entrepôts. Et ceci s'inscrit également dans un plan ESG. Nous avons communiqué il y a quelques temps sur la réduction des émissions de CO2. Nous allons confier la direction d'orchestre. Nous étions émetteurs de 25 000 tonnes de CO2 en 2022.
qui a déjà dirigé chez nous Katia Kabanova, qui a une très grande sensibilité, il parle tchèque. Et donc nous avons un objectif de réduction des émissions pour le ramener à 12 500 tonnes. Et donc là, on est sur la bonne trajectoire. La mise en scène sera de le remplacement des chaudières gaz par des pompes à chaleur, c'est évident que c'est un moyen énorme. Mais surtout, côté clientèle, vos clients, ce sont des distributeurs, des plateformes de e-commerce aussi. C'est quoi votre position par rapport aux entreprises chinoises, Chine et Temu, qui cherchent à avoir des entrepôts en France, justement pour ne pas avoir, mais surtout, qu'on ne leur reproche pas de venir directement les colis dans les villages où l'histoire s'est passée quelques jours. C'est passé et la vision construire un entrepôt. Oui, mais bon, ils ont déjà annoncé aller au BHV, puis donc les annonces se font assez rapidement. Est-ce que vous avez été approché? Une très belle vision qui prend en compte aussi les éléments du roman, parce que l'opéra et les livrets commencent déjà à la moitié dans l'e-commerce. Par exemple, c'est nous qui avons développé l'entrepôt Amazon, a priori le plus grand de France, voire d'Europe, qui est situé à Metz. Disons, c'est une cathédrale, donc totalement robotisée, dans laquelle il y a à voir et à découvrir, parce que ce sera 18 hectares, un plaisir pour les publics. Ou 185 000 m² plus précisément de plancher. C'est énorme, c'est une cathédrale. Et donc ça, c'est l'e-commerce. Qui manque depuis très longtemps également, à l'opéra. Et vous êtes hostile ou pas à Chine ou Temu qui vous demande de louer un entrepôt? Oui, mais ça c'est très petit, c'est marginal pour le moment. Oui, mais ça prépare les en l'occurrence. C'est cela. Mais en fait, ça a été donné dans une tous nos version entrepôts sont pleins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un taux d'occupation de 100%. Au niveau de la production mise en scène, la demande apparemment, n'a jamais immédiate, été c'est donc de prendre en location des entrepôts existants. Et chez nous, nous n'avons pas de disponibilité. La direction musicale sera assurée par Jean-Paul Quelles sont les Bizan, principales tendances du marché que vous anticipez justement dans l'immobilier logistique? C'est ce que je viens un petit peu de vous dire, c'est-à-dire que quand on parle donc du marché de la logistique, il y a effectivement le marché de la transaction. Donc il y a beaucoup de capitaux qui veulent s'investir sur la logistique, donc c'est les capitaux anglo-saxons, etc., toutes sortes de fonds. Mais nous, notre marché, le développement d'entrepôts, c'est la création d'entrepôts neufs, en général préloués. Donc pour des clients, on ne construit pas à blanc. Et puis sur l'entrepôt sur lequel on marcherait cherche le locataire, non, c'est pas ça. Les entrepôts que nous construisons sont préloués. Il n'y a jamais de vacances. Vacances, c'est-à-dire que ça résulte de la bonne gestion locative. L'évolution de l'état pour le moment, psychologique d'Elisabeth, peut-être un sans faute, ceci dit, ce n'est pas une assurance touriste. On peut être tout de même soumis à des départs, à des non-renouvellements d'entrepôts. Voilà. Parce qu'en fait, dans notre métier, le principal risque, c'est le risque locataire. Donc le taux d'occupation et puis ensuite la bonne santé financière des locataires qui payent effectivement les loyers. En fait, c'est un métier simple. Nous construisons des entrepôts. Si je fais un parallèle avec le logement, c'est un petit peu la même chose. Il y a des investisseurs en logement qui finalement recherchent donc à louer. Mais du coup, vous avez intérêt à avoir des clients qui sont plutôt très axés sur le digital numérique plutôt que des marques, des enseignes historique du prêt-à-porter, par exemple, qui se porte très très mal. Nous sommes effectivement, vous avez raison de le souligner, donc nous sommes quand même présents, nous, à peu près dans tous les secteurs économiques. Déjà joué ici à Liège. Et donc la grande distribution alimentaire, Carrefour, Auchan, Casino, Système U, etc. Ça, c'est la grande distribution. La grande distribution spécialisée représente les belles Decathlon, Bricorama, la plus difficile. Toute la difficulté de cet ouvrage consiste les secteurs économiques qui sont les plus difficiles. Les réduire ensemble, notamment le textile, c'est très difficile. Chaque acrobatie vocale, chaque note doit les opérateurs servir la nation. Nous avons, nous, un locataire qui est en très bonne santé, la technique pour lequel d'ailleurs n'est on jamais fait gratuite. une extension, mais c'est le secteur du textile est difficile. On est présent dans l'automobile. Un tel ouvrage ne tolère aucun compromis dans le choix des quel acteur est en bonne santé dans le Roberto textile? Rivero exige des chanteurs d'exception, capables d'affronter l'une des écritures vocales les plus extrêmes. On y reviendra plus tard. Donizetti demande est-ce que vous avez des non projets, parce que vous êtes beaucoup en France, d'aller encore plus en Europe?
Nous sommes donc exclusivement implantés en France. Mais aussi une capacité d'accentuation dramatique qui naît dans d'autres pays européens directement de la virtuosité. Limitrophes et peut-être aussi réunis des grandes belcantistes autour de cette partition un meilleur rendement, un meilleur retour sur investissement en France que nous maîtrisons bien. Nous pensons quand même que le terrain de jeu est suffisant. On préfère être numéro 1 en France dans notre cas plutôt qu'être numéro 10 ou numéro X en Europe. Donc nous, on est donc axés sur la France. Alors vous êtes une entreprise familiale, donc c'est vous qui avez fondé l'entreprise et puis vous en possédez à peu près une trentaine de pourcents du capital. Est-ce que vous voulez attirer de nouveaux actionnaires de moyen et long terme? Donc nous sommes cotés en bourse, donc par définition, c'est une nouvelle coté en bourse, ça veut dire que le capital est ouvert, la première fois à l'Opéra Royal de Wallonie, et que le grand public détient à peu près 48% donc du capital. Moi, avec ma famille, 36,5%, plus une banque qui s'appelle Prédicat, une société d'assurance Prédicat, qui en détient 15%. Donc voilà un petit peu le schéma. Mais donc c'est un capital qui est ouvert grâce à la bourse. Et d'ailleurs, tous nos salariés. Vous n'avez pas volonté de faire rentrer encore un acteur supplémentaire pour qu'est-ce que c'est plus important, la musique, et puis permettre justement les nouveaux d'un point de vue boursier, il vaut mieux avoir un flottant important pour la liquidité. La liquidité, voilà, ça ne vous a pas échappé. Sur le parcours boursier, alors depuis le début de l'année, Argan prend 12%, c'est quand même beaucoup mieux que le CAC. Ça ne vous satisfait pas encore? Oui, on n'est pas satisfait parce qu'effectivement, nous avons été pénalisés très fortement depuis 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc l'ensemble des foncières d'ailleurs, la mise en scène, et d'ailleurs nos confrères belges et compagnie sont largement décotés. C'est une production donc la mise en scène très souvent je plaisante en disant je vais porter plainte. Mais voilà, parce qu'en fait notre titre est décoté alors que les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Mais vous continuez de distribuer des dividendes? Évidemment. Oui. Nous distribuons à peu près 60% du résultat IFRS. Nous parlons de nous-mêmes. Et donc ce qui génère un taux de rendement brut d'environ 5%, c'est tout à fait respectable. Et il est toujours en croissance. Sur les plateaux. En croissance. Il est en croissance. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Leland d'avoir répondu donc à ces questions sur les perspectives et l'environnement en ce moment qui en montre un peu tous les aspects Merci à vous. de la création, tous les processus, et à travers ce processus aussi, l'opéra comme une forme d'éléments réparateurs pour la comtesse qui vient de subir un deuil et qui doit faire son deuil. Et grâce Allez, tout de suite, on parle de bourse et des records. Hier, c'était séance de records à Paris avec un record de séance et donc de clôture. Mais ce n'est pas le cas. Là, ça descend un peu à moins 0,6% pour le CAC 40. On en parle tout de suite avec Pierre Sabatier. Des techniciens, des personnels administratifs du théâtre. C'est vraiment une espèce de regard d'introspection à notre travail et sur la musique qui est vraiment extrêmement raffinée. Pour le rôle de la graphie, nous aurons, et elle chantera pour la première fois, Liana Rutunian. Le CAC 40 qui est en léger recul aujourd'hui après son beau record hier. C'était 8271 points atteints en séance à 17h13 exactement. Et puis on s'arrêtait en clôture à 8258 points. C'était un record sur la place parisienne, alors qu'évidemment il y en a eu plus d'une cinquantaine à Wall Street. On va poser la question dans un instant à Pierre Sabatier, qui est le président de PrimeView et qu'on essaie de joindre pour savoir si c'est rationnel que les investisseurs continuent comme ça de miser sur la place parisienne française vu le contexte politique et économique et les débats budgétaires aussi à l'Assemblée qui font état de pas mal de hauts impôts, notamment pour les entreprises, aussi les entreprises du CAC 40. On joint Pierre Sabatier, on y répond dans un instant. Avec un grand classique, Turandot de Giacomo Puccini. Alors, au moment de programmer et on a un petit problème pour joindre notre invité, Pierre Sabatier. Vous pourrez donc retrouver cette interview dans les podcasts une fois que nous l'aurons eu en ligne. On la termine après la mort de Liu, comme souvent c'est presque une habitude. On utilise le final d'Alphane, que tout le monde connaît. Berio, tout le monde ne le connaît pas, pour cause. Et
C'est la fin du live, mais vous retrouverez les interviews, notamment celles encore non réalisées, en podcast à partir de 14h sur le site de Boursorama et sur les plateformes de streaming habituelles. Demain, on reprend à midi en direct, comme d'habitude, sur Boursorama. L'invité de la grande interview, ce sera Jean-Marc Damiel, l'économiste. Passez une très belle journée et à demain. Parce qu'il a une veine, disons, poétique aussi et de dramaturgique que j'apprécie beaucoup. Et il m'a dit oui, les malheureux. Et finalement, nous allons avoir un nouveau final pour Turandot. C'est ça, le troisième iceberg de la soirée. Et j'espère que bon, notre bateau, je ne le nommerai pas du nom funeste, et nous passerons à travers ces icebergs et arriverons à bon port. Et donc, Andrea, qui va parler de cela bientôt, nous offrira les cadeaux de ce nouveau final. Donc, je sens déjà tous les puristes qui vont s'insurger, autre chose. Mais au moins, on entendra quelque chose, tout le monde parlera de nous. Mais je suis sûr que ce sera aussi magnifique. Et la direction musicale sera assurée par Daniel Esqueo, un nouveau chef qui s'ajoute au panel des chefs que nous présentons à l'Opéra, avec une mise en scène de Jean-Romain Vespirini, qu'on connaît pour sa mise en scène de Noces de Figaro. En Turandot, Sayoa Hernandez et Luciano Ganci en Calaf, avec Maria Teresa Leva en liu, un cast vraiment à très très haut niveau pour cet opéra. Et voilà, et encore on affirme notre volonté d'être vraiment présent dans le monde de la création musicale et de nouvelles commissions. Mais je pense qu'Andrea nous en dira beaucoup plus. Merci. This is a tough one. This is crazier than an opera about zombies, actually. I've conducted Turandot many times. Probably Turandot is the opera I love the most. And I was perfectly satisfied with the Alfano finale until Monsieur Pace came to me and said, well, what about a new finale? They say, you know, sacrilege. But then I went back to, there are a few fragments that Puccini left. And I started to question myself how we could proceed, in which direction. Because I think that if you want to go for a version that is closer to what Puccini might have. Bonjour, merci à vous d'être avec nous en direct sur Boursorama midi. C'est Boursorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, dont voici le programme. On va se demander si le décrochage de l'économie française est vraiment enclenché, comme vient de l'affirmer le patron des patrons, Patrick Martin, décryptage d'explications en quelques instants avec Xavier Timbaud de l'OFCE. Votre invité ce midi, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, qui nous dira s'il s'attend à ce que les marchés financiers nous sanctionnent davantage. En tout cas, si la crise politique devait s'intensifier, le ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, qui il y a quelques minutes déclare que les perspectives d'une dissolution s'éloignent. On en parlera juste après. Et puis, jusqu'à quand les investisseurs vont rester sereins alors que Wall Street et les bourses européennes sont proches de leur plus haut, tout comme l'or n'est pas un paradoxe près, $4 050 on se parle. La réponse en fin d'émission. Especially his female protagonist, think of Tosca. Turandot is a completely different kind of character. He's such a block of ice and cruelty that he himself found very difficult to all of a sudden change into a woman in love. And that's the real reason why he didn't complete the opera, even before coming in Belgium, et on peut les comprendre. leaving this war. Bonjour David. David Timbaud, So the direction I decided to explore together with the theater is sticking to this mythological kind of storytelling, going back to the fairy tale elements of Turandot and exploring a possibility
consommation est en légère hausse, plus 0,5%. Voilà, c'est au-delà des chiffres en apparence, l'activité réelle, ce qu'on appelle la demande intérieure, c'est pas très folichon. C'est du 0 plus, non? Oui, alors ça c'est une façon de le lire en retirant les stocks. Alors, sur les stocks, on a combien de croissance en 2025? En sortant les stocks, on a effectivement pas moins de 0. Maintenant, est-ce qu'il faut retirer les stocks? C'est une bonne question. C'est quoi les stocks? C'est vrai, ça pour le to the story. In terms of music, though, my Puccini as a real master of composition is total. I will try to put into this new finale all the sketches he left, all the themes that already Alfano and Berio used in the finale. I will also try to use, but just to tell a slightly different story, not trying to do what Puccini couldn't do, because Puccini is Puccini and we will always revere him, but just trying to give a different kind of look to this ending and trying to respect the spirit of the first half, which is, to me, dramaturgically very clear, quite squared, cachée derrière cette augmentation des stocks, qui se produit assez souvent dans les révisions des comptes nationaux, c'est qu'en fait les stocks peuvent ensuite devenir des exportations. Et par ailleurs, ça peut être aussi un phénomène économique, c'est-à-dire quand vous exportez des avions ou des bateaux, il faut les produire, et pendant un temps assez long, ils sont produits et donc ils sont mis en stock. Et puis ils finissent par sortir d'un coup dans les exportations. Oui, bon, donc ça peut nous faire une bonne nouvelle, c'est-à-dire bonne nouvelle. Avant de continuer, je voudrais quand même remercier toutes les équipes de l'Opéra qui contribueront à cette saison et aussi à tous les restes. Et en particulier, un moteur de l'activité en France, un peu quand même, aussi derrière cette notre activité, il y a quand cœur, même des parce salaires, que des j'y pensais, c'est cotisations. reposé le mois de juin avec un répertoire qui connaissait un peu moins de TVA, mais je veux dire, on s'est longtemps plaint. La nouvelle version du final et l'écriture d'Andrea Battistoni leur donnera encore plus de travail. Il se trouve que cette image a un peu changé, parce que toute la saison sera vraiment très engageante. Je pense que c'est la maintenant saison qu'on dit qu'elle ne marche pas, peut-être qu'en fait elle est en train de marcher. C'est pas non celle plus que nous avons la moitié d'un programmée jusque-là. Le décrochage de l'économie française. Nous allons continuer avec les autres activités. Et en particulier, nous avons toujours cette grande attention pour les jeunes publics. Et nous allons surjoue parce que c'est vrai que la consommation déjà juste au global. C'est une nouvelle production pour des enfants de 5 à 7 ans. C'est une illustration de différents morceaux de répertoire lyrique qui sera coordonné par Véronique Tollet avec une mise en scène de Quentin Bastel. Et ça aborde un peu la thématique de l'intelligence artificielle et une réflexion sur la manière dans laquelle les jeunes sont confrontés à cette nouvelle on risque de ne rien faire et la co-création du livret pouvoir enclencher une perte de confiance. On va en parler de marché financier, des partenaires européens. Enfin bon, et tout ça, oui, c'est des choses qui sont extrêmement pénibles. Il y a plusieurs concerts qui sont en programme et en particulier tout ça est extrêmement pénible. Tout ça est une séquence qui persiste, à plusieurs reprises hors de qui rebondit, donc c'est un peu agaçant. Je pense qu'il y a un petit mouvement d'humeur du côté du MEDEF à l'extérieur. Qui est que ils avaient eu l'assurance avec François Bayrou qu'il n'y aurait pas reconduction des taxes exceptionnelles sur les grandes entreprises, mais que là, tel que c'est en train de se profiler, ça va faire partie des concessions à faire pour trouver un budget. Donc, ça va être reconduit, ainsi que en concert avec les solistes de la chapelle musicale de Reine-Élisabeth. Tout ça, reloué sans Lambert. Ça c'est sûr, mais il a raison de s'inquiéter. Alors après, est-ce que c'est un décrochage? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est une situation catastrophique? La tournée des concerts des lauréats du concours Reine-Élisabeth 2027, dirigée par Siva Borzec, qui était premier mais prix oui, il surjoue un peu quand même. Concours de direction d'orchestre. Il faut, dans ce genre de situation, il faut quand même toujours garder un tout petit peu de recul et garder un petit peu de sang-froid. C'est important parce qu'il y a des choses problématiques.
Mais il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder au catastrophisme. Je pense que l'une des erreurs politiques de François Bayrou, ça a été de vouloir aussi surjouer en présentant des chiffres très importants sur les économies qu'il voulait faire, en présentant une situation. Surjouer la gravité de la situation. Et surjouer la gravité de la situation, il y a un moment où en fait, vous risquez de perdre en crédibilité. Et puis, vous passez un message qui est je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour administrer. Administrer une solution, administrer un pays. Je suis un peu un liquidateur en quelque sorte. C'est un peu le discours qu'on tiendrait dans une entreprise quand on la met en liquidation. On ne discute plus de stratégie, de concession, de partage, de direction, de motivation, c'est fini. On liquide, on administre. Et c'est un peu le sentiment que ça donne, et ça provoque des réactions. Après les succès non, on n'est pas d'accord. En tout cas, on n'est pas d'accord avec les solutions. Et nous, on a d'autres, et on n'est pas d'accord avec la réalité, c'est que la consommation aujourd'hui, on était juste après le Covid sur 1% de croissance par an, on est sur une tendance à 0,5%. Il s'est passé quelque chose, et depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'investissement des entreprises a baissé de 1,5%, et il n'y a pas de signaux de redressement. Question posée par après, la question, c'est si musicien de l'orchestre Berliner Philharmoniker au maestro Karajan. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas. Après, ça, on ne sait pas. Nous, on a fait une analyse, d'ailleurs, on a cité dans le même article que Patrick Martin dans le Figaro, il a lui demandé, cette analyse sur l'impact de l'incertitude sur l'activité économique. Lui, il a dit 9 milliards d'euros. Oui, alors en fait, Karajan a dit, moi, le chiffre que j'ai, il est un petit peu plus élevé que ça, parce que, en gros, il aurait dû vous lire. Oui, et notre version de la 9e de Beethoven. On estime que cumulé, il y a aujourd'hui pratiquement cumulé depuis la première dissolution. On peut parler de l'engagement du cœur, on peut parler de notre distribution qui est principalement liée à la dissolution, au résultat des élections législatives, réfléchir de le message à la question de confiance posée par François Bayrou, le message de Schiller et qui a rajouté une incertitude qui a été poussée à sa démission. La démission de Sébastien Lecornu, qui à son tour était le symptôme de... Bon, voilà. Donc tout ça cumulé, on arrive à quelque chose qui serait de l'ordre d'un point de PIB. Et de stabilité. 30 milliards. Et nous espérons de vous donner alors, comment on arrive à ce notre 30 milliards de version avec perte notre cœur de la 9e symphonie cumulé, de c'est-à-dire que Beethoven. c'est 30 milliards de perte d'activité sur, là, en gros, un an et demi. Voilà, par an, c'est un petit peu moins, c'est 20 milliards par an nous allons sur l'année 2025. parler maintenant mais oui, c'est colossal, c'est important. Alors, il faut rajouter à ça un effet indirect par les taux d'intérêt. Pour cette maison l'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'est accru, panorama des concours internationaux, qui est notre concours international de direction d'orchestre d'opéra. Et désormais, nous arriverons à la 4e édition. Aujourd'hui, si on prolonge ça pour parler de ce concours toujours, de direction ça, d'orchestre que celui dont ça va nous coûter celui qui s'en occupe le plus et qui est voilà, donc on a 30 milliards d'activité, 15 milliards sur les Paolo Bisanti. Non, en plus. Waouh. Ah oui. Alors ça sera, si ça dure, c'est la dernière intervention. Le temps que la maturité de la dette absorbe ces hausses de taux. Mais oui, ça commence à faire des sommes qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est un point. Après, il y a un deuxième point qu'on peut faire qui est très difficile à quantifier. Donc on ne l'a pas fait, et personne ne l'a fait, mais c'est de dire, pendant troisième édition. On patauge. Nous savons tous cette soupe budgétaire à quel point il est difficile il y a des choses qu'on fait pas. À nos jours de soutenir la carrière d'un jeune, on ne regarde pas du côté des subventions d'entreprise s'il n'y a pas des choses à faire. À mon avis, on ne regarde pas du côté de la fiscalité, on ne fait pas la transition environnementale, l'un des meilleurs on bloque un certain nombre de projets, non seulement en raison de son importance, mais surtout grâce aux opportunités qu'il offre aux jeunes artistes. Donc tout ça, il y a beaucoup de concours dans le monde. C'est perdre du temps. Particulièrement, notamment ces concours est devenu très très important. Alors d'une part très concurrentiel, les jurys très chaotique avec les droits de douane, des très hauts niveaux international et les gagnants chaque minute, des éditions précédentes avec Donald Trump qui peut faire tout et n'importe quoi, avec par exemple, une situation géopolitique. On n'est pas aidé. On n'est vraiment pas aidé. Et dans ce monde où on n'est pas aidé, ces concours, on ne s'aide pas nous-mêmes. Tous les mois d'attente les fleurons qu'on prend
à mon avis, au bout du compte, coûter assez cher. L'un des trois Et ça, on ne sait pas le quantifier parce que on peut dire que l'instabilité politique depuis juin, c'est assurément la cause de la quasi-stagnation de l'économie. C'est en gros, c'est l'analyse qu'on fait. C'est-à-dire que des éléments il y a un gros demi-point à propos de ces entre un gros demi-point, la sélection sera qui peut être attribué à la sortie politique. Et sera de donc si on n'avait pas eu l'incertitude politique, on aurait une croissance un peu plus grande. Le contexte général dans lequel on est, c'est quand même un contexte où l'inflation ralentit parce que les prix de l'énergie sont retombés et dans lequel la politique monétaire est devenue accommodante. 11 candidatures venues des 48 pays. Pour pouvoir faire l'ajustement budgétaire, parce qu'on a une stimulation monétaire importante de l'autre côté. Je n'ai pas dormi. Donc ça devrait être le moment parce pour ça. que la sélection avec cette incertitude politique, on est en train de laisser passer et très sévère. Est plus accommodant, moins restrictive, à 30 ans pour conserver l'aspect découvert des talents. Ok, mais comme l'édition précédente, l'implication de toutes les forces artistiques de la maison pour permettre aux jeunes de faire leurs prévus dans les meilleures conditions. Voilà, donc on est dans une situation meilleure. Est-ce que c'est très accommodant? Je ne sais pas. Organisation des épreuves, peut-être, et ça le sera peut-être plus éliminatoire, mais direction on est en train de laisser passer d'opéra. cette chance par cette incertitude politique. On ne joue pas sur les chiffres qui sont énormes, on parle de travail avec des solistes accompagnés au piano. Je veux dire, ça ne va pas faire disparaître la France de la carte. La répétition musicale. Bien sûr, mais après, c'est pas là que l'avenir de la France se joue. Il se joue plutôt sur les relations avec la Russie. Demi-finale, répétition avec l'orchestre, performant. Est-ce qu'on arrive à faire fonctionner notre système de santé? Est-ce que notre fiscalité continue à tenir la route? Est-ce que les collectivités territoriales organisent le territoire? C'est ça qui fait la France. Finale, c'est pas un demi-point de croissance. Mais un demi-point de croissance. Toutes les épreuves sont ouvertes au public. Vive notre concours de direction d'orchestre d'opéra de Liège. Et ça, c'est embêtant. C'est certain qu'il nous dit qu'il y a déjà 100 000 suppressions d'emplois sur le secteur privé, la pente des clients est engagée. Il reste dans son idée, mais est-ce qu'il a raison factuellement? Nous allons avoir il a raison factuellement, par contre, en termes de diagnostic, cette année, il oublie quand même un peu vite qu'on sort de la période Covid, on a mis des dispositifs de soutien massifs aux entreprises. La disponibilité des compagnies, l'exigence des immenses qualités ou en tout cas à bénéficier de l'augmentation de la dette et des déficits. Il a été largement aidé, enfin lui et toutes les entreprises en France. Mais j'ai trouvé aussi ces dispositifs en particulier que c'était très important de donner une image de la danse plus contemporaine et mais d'entreprises qui sont au niveau qualitatif. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu inviter le chorégraphe Marco Göck, qui est en ce moment par ces dispositifs et qui aujourd'hui parmi les trois défaillent à cause de ça. Chorégraphes contemporains au monde, c'est malheureux, qui a une vision qui est absolument unique. Peut-être qu'ils n'ont pas été bien ciblés, peut-être qu'ils n'auraient pas dû être retirés aussi brutalement. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux, en tout cas on ne les a pas faites comme ça. On les a faites d'une certaine façon et aujourd'hui ça a cette conséquence d'avoir de la Rose. C'est dire on décroche à cause de ça, non, derrière la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la productivité en France. La première proposition se compose de plusieurs éléments qui sont combinés. Il y a des gains de productivité dans l'économie française. Ça montre que le tissu productif français, il est et puis le spectre de la Rose sur la musique de Karl Maria von Weber qui sera interprétée par notre orchestre. Maintenant on parle de destruction d'emplois, mais la contrepartie de cette destruction d'emplois c'est des gains de productivité. C'est une balance courante qui est à l'équilibre, une position nette extérieure qui est stabilisée à moins 20%. Il n'y a pas d'attaque contre la France. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'attaque contre la France, qu'il y a de l'épargne, que voilà. Enfin, bon, tout ça, c'est des éléments qui restent quand même plutôt positifs. Voilà, et qui font que le bateau est en train de couler. Donc on pense quoi? Cette année, à nouveau, nous aurons une vente de costumes. Président du MEDEF. La vente de costumes est un événement qui est très attendu. Cette année, il aura lieu au théâtre. On est d'accord avec lui que la situation est extrêmement préoccupante et que le spectacle politique ne va pas dans le bon sens et joue contre bien sûr l'avenir du pays. De la place de nos stocks, parce que la particularité de notre théâtre maintenant, depuis 5 ans, c'est que toutes nos productions sont des nouvelles productions. Donc on produit énormément. Donc on produit énormément de décors. Il faut stocker. Si on veut sortir de ce blocage politique, il faut peut-être aujourd'hui commencer à parler un peu de choses mobilisatrices et fédératrices et faire aussi des concessions. Nous n'allons pas être freinés dans notre frénésie créative, mais nous voulons aussi donner une deuxième vie à nos costumes. Donc que ce soit des professionnels, que ce soit des privés, tout le monde aura la possibilité de ramener oui, on va créer des richesses, mais oui, on va les redistribuer.
morceau de notre talent, de notre qualité, des impôts, on va travailler main dans la main sur l'innovation, on va par exemple accepter qu'il y ait une grande revue sur les subventions aux entreprises, parce qu'effectivement, c'est de l'argent public, il ne faut pas qu'il soit utilisé à tort. On est très reconnaissant que l'État nous ait soutenus pendant la période du Covid, et donc on va rendre à notre pays ce que notre pays nous a donné. Enfin, voilà ce qu'on aimerait entendre de la bouche du MEDEF aujourd'hui. C'est-à-dire de pouvoir aider à sortir de cette crise profonde. Et rien que les consuls en produit plus que de 2000 par an. Redressement au travers de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, les mètres cubes de décor qui sont si vous faites le bilan Covid sur taxe d'impôt sur les sociétés, évidemment, oui, enfin on est quand même un ordre de grandeur de réalisation qui est vraiment reconnue en Europe. Faut-il comparer les deux? Mais enfin, je vous rappelle que la surtaxe d'impôt sur les sociétés, elle est liée aux super profits réalisés pendant le Covid par un certain nombre d'entreprises. Et là, les 8 milliards de taxes, ils doivent faire écho aux 15 à 20 milliards de bénéfices extraordinaires que CMA, CGM, juste une entreprise avait fait pendant cette période. Enfin, vous voyez, je veux dire, oui, ok, j'entends ça, mais voilà, on aimerait que le MEDEF soit un peu plus lucide et un peu plus pédagogique et un peu plus dans le débat que de juste dire à la billetterie et aussi pendant les spectacles droit dans le mur. Il y a une part de dans ça, chez nous. Malheureusement, on ne peut pas s'arrêter à ce message. Et avant de conclure, je voudrais remercier particulièrement notre président le bourgmestre, M. Demeyer, pour sa participation et surtout la constance avec laquelle il est attentif et présent auprès de notre institution. Le maestro Giampaolo Bisanti avec nous et le maestro Battistoni qui midi passé de 18 minutes toujours en direct sur Boursorama, c'est la suite d'Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie avec votre invité présent, l'économiste Jean-Pierre plus chaleureusement à nouveau vous tous pour votre présence et aussi tous ceux qui sont en train d'assister à travers leurs écrans à cette présentation. Je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Donc, votre invité présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des communes de l'économie. Bonjour privé. Bonjour David. Remerciement final. Vu les événements politiques des dernières heures, à tous les personnels. On ne peut rien exclure. Est-ce qu'il faut s'attendre merci ou pas à ce que la situation économique et puis s'il y a des questions maintenant. Alors la situation économique et financière, les poser. Il y a qui va ça va ensemble. Ça va dépendre des événements. Moi, je pense qu'il faut déléguer la situation au niveau politique. Et sinon, les perspectives de dissolution s'éloignent. Je viens de me dire, le Premier ministre a démissionné sur la fin du temps. C'est une déclaration un peu volontariste, à mon avis. Et puis, de toute façon, c'est pas une mauvaise, pas forcément une mauvaise issue, la dissolution. Et je dirais même que... Pas des questions. Ah, pardon, la dissolution, d'accord, ok. Entre avoir un budget baroque et avoir une... oui, parce que si c'est pour avoir ce que vient de dire Mme Borne, et donc, c'est-à-dire, elle dit la chose suivante, la plus importante, c'est les cocktails. Il faut faire un pas en avant et éventuellement envisager la suspension de la réforme des retraites pour obtenir la stabilité. De quelle stabilité elle parle? Parce que si c'est la stabilité, effectivement, des hommes et des femmes qui gravitent dans le monde administratif, là je comprends. Mais la stabilité de la France, je ne crois pas un instant. Parce que là, c'est le seul signal un peu sérieux qu'on a donné, c'est quand même qu'on réformait le système des retraites. Alors si on suspend ce truc-là, à mon avis, tôt ou tard, c'est vraiment le suspens, a fortiori si on l'abroge, c'est très mauvais pour la stabilité financière. Là, moi, en vrai, il y a raison de marché. Ah oui. S'il y avait suspension de la réforme des retraites, le marché réagirait comment? Il réagirait mal sur le spread, tout ce qui va avec. Les résultats français, le CAC 40 par rapport au spread. Parce qu'il faut toujours faut pas le juger en absolu, les indices français. Il faut juger par rapport à leurs équivalents européens. Le CAC 40 est financière, bien sûr. Et je pense que... Donc, il ne vaut pas de budget ni solution, vous écoutez, et avec un budget, avec... il faut aller plus loin. Je pense que le vrai débugage de la situation, c'est la démission du président de la République, ce qui serait tout à fait logique. J'entendais une célèbre émission Ecorama l'autre jour, où il y avait un intervenant qui disait que ce serait une crise. Là je suis tombé des nues. Le fondateur de la Ve République,